Question simple. Quelle est la différence entre un jeu de course et un jeu d'assassinat ? On va parler de Trackmania, première sortie en 2009 et dont le dernier opus sorti est en 2020, développé par Nadeo, un studio français Cocorico. Bien que je pourrais parler de quasiment tous les autres opus de la saga. Trackmania, c'est une franchise de jeux de course typée arcade, c'est-à-dire avec comme seul, si je peux dire, intérêt de faire un meilleur score que le précédent, de toujours repousser les limites fixées par le créateur de la carte que l'on roule. C'est un jeu qui est vraiment demandant, qui force à faire toujours plus pour s'améliorer et qui est, malgré la simplicité en apparence des mécaniques, beaucoup plus dur à maîtriser qu'il n'y paraît. Easy to learn, hard to master. Il y a une variété d'actions voulues, ou qui relèvent du glitch, qui permet de grappiller quelques millièmes de secondes précieuses sur une course. Bien entendu, ce jeu est très plébiscité pour son aspect compétitif, avec des compétitions comme la Trackmania Grand League, ou plus simplement avec des événements récurrents comme la Cup of the Day, qui consiste en une nouvelle carte en time attack. Le concept est simple, à 18h, un serveur ouvre sur lequel une carte a été sélectionnée. Durant l'échauffement, on apprivoise la carte, on tente de faire le meilleur temps pour être placé dans la plus haute poule possible. Une fois l'échauffement passé, on rentre en phase de round, qui consiste à faire le meilleur temps possible par rapport aux autres joueurs. Et pendant la phase de round, celui qui a le moins bon temps est expulsé jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Et là, GG Wellplay, vous avez gagné une Cup of the Day. Pour le vroom vroom, on est bon. Maintenant, le jeu d'assassinat. On va parler de Dishonored 2, sorti en 2016, développé par Arkane Studio, une partie des studios en France, Cocorico. Le jeu nous plonge dans un univers steampunk, où l'on va incarner la fille de la défunte impératrice. Le jour de l'intronisation de la jeune fille, un coup d'état éclate, forçant les protagonistes à s'enfuir et à comploter dans le but de récupérer le dû de la princesse, le trône. Bien entendu, le père de la jeune fille était anciennement l'assassin personnel de la couronne, donc il lui a donné quelques conseils à sa petite tête blonde. Trancher des membres, torturer ou encore faire disparaître des personnes, voilà ce que c'est Dishonored 2. Et de surcroît, ce jeu est également ce que l'on appelle communément un immersive sim, c'est-à-dire un jeu qui laisse une grande liberté aux joueurs dans sa manière de résoudre un problème. Typiquement, dans une situation où l'on va rentrer en conflit direct avec des ennemis et faire prendre l'air à leurs artères, on va pouvoir le faire soit de manière furtive, auquel cas l'assommer ou le tuer durant une minute d'inattention, ou encore juste de ne pas lui accorder d'importance et l'esquiver purement et simplement, parce que les niveaux ont plusieurs degrés de lecture et résolution possibles. Tout comme Trackmania, ce sont d'excellents jeux que je vous conseille vivement d'essayer. Bon, je pense qu'à la question quelle est la différence entre ces deux jeux, je pense pas que vous ayez eu besoin de moi pour trouver la réponse. Tout est dans la question. Trackmania, c'est un jeu de course et Dishonored, c'est de l'assassinat. Et spoiler, les jeux de course et les jeux d'assassinat ne sont pas pareils du tout. Voilà, merci à tous. C'était moi pour mon TEDx. Non, on va rester sérieux 2 minutes. Trackmania, c'est le jeu d'arcade par excellence, où l'on va jouer en boucle la même carte dans le but de trouver la bonne manière d'appréhender une transition, un saut. Dishonored 2, c'est la violence, la brutalité, l'anticipation. Qu'importe que la partition du chef d'orchestre mette du temps à se mettre en place, du moment que celle-ci fonctionne comme on l'avait imaginé. Bon, les présentations étant faites, question un peu plus dure maintenant. C'est quoi le point commun entre un jeu de course et un jeu d'assassinat? Parce que c'est facile de jouer au jeu des 7 différences avec un jeu où l'on conduit une voiture qui passe des checkpoints et un jeu qui a pour but l'élimination de cibles avec plus ou moins de conditions. Mais dans le cas inverse, c'est pas la même musique. Bon, on pourrait parler de l'aspect graphique. Non, ça colle pas. Je veux dire, l'un a des couleurs giga chatoyantes quand l'autre est morne au possible. Alors, peut-être l'histoire. Comme s'il y avait une histoire dense et profonde sur une voiture qui roule en zigzag sur de la glace. Non, bien sûr que non. Et si, en fait, les similarités reposaient sur le gameplay? Et là, on tient quelque chose. Trackmania est un jeu qui est exigeant pour faire de meilleures performances, pour être le plus précis possible. Et surtout, pour être le plus régulier. Faire un support temps une fois, c'est possible. Avoir un temps régulier très bon, c'est déjà nettement plus compliqué. Et à cela s'ajoute le concept de déterministe. En mathématiques, il s'agit d'un concept qui vise à dire qu'une action A donnera toujours le même résultat B. Trackmania est un jeu déterministe, car une même action au même moment donnera toujours le même résultat. Il n'y a pas de place pour l'aléatoire. Une vitesse ou gear qui passe à un moment particulier parce que l'on a bien négocié un virage, repassera forcément si de nouveau on a bien pris le virage, mais dans le cas inverse, elle ne passera pas malgré une multitude d'essais. Le déterministe. Et malheureusement pour moi, Dishonored 2 lui ne repose pas là-dessus. Donc la théorie comme quoi le point commun serait le gameplay tombe un peu à l'eau. Enfin, pas vraiment. Certes, il y a une grande part d'aléatoire dans la série, comme le positionnement des ennemis qui peut varier, mais malgré tout, il y a un truc que ces jeux ont en commun. C'est que c'est joli quand tout se passe comme on l'avait prévu. Quand tout se passe comme on avait imaginé, que les actions s'enchaînent comme une valse, un input après l'autre. Il y a là un vrai sentiment d'accomplissement. Quand tous les instruments sont bien accordés, la mécanique bien huilée,
et ça donne lieu à un concert des plus magnifiques. Mais on peut aller un peu plus loin encore. Quand on accorde exécution d'un plan avec vitesse, on peut créer quelque chose d'encore mieux. Et dans ce cas-là, on parle de speedrun. Et c'est quoi le speedrun ? Le speedrun, c'est une discipline visant à finir un jeu avec certaines conditions le plus rapidement possible. Pour ainsi dire, la quasi-totalité des jeux vidéo peuvent être speedrunnés et selon les jeux, ils peuvent créer des communautés tout entières ayant pour seul but d'arracher un meilleur temps que les autres. Ça vous rappelle rien ? Vous l'avez, Trackmania. Le speedrun transforme tous les jeux en jeux d'arcade ayant pour but de faire toujours mieux que l'autre, tout comme Trackmania. Pour citer les jeux les plus populaires chez les speedrunners, on a Mario 64, Minecraft, Celeste, Subway Surfer. Je vous jure que je mens pas là-dedans, j'ai bien vérifié, il n'y a pas d'imposteur. Mais aujourd'hui, on parle de Dishonored 2. Donc le speedrun de ce jeu spécifiquement, ça donne quoi ? Je vous l'accorde, c'est assez visuel. C'est à ça que ressemble une bonne partition. Il y a tellement de choses à dire sur ce speedrun, donc on va commencer tout de suite. Pour commencer, le speedrun, comme je l'ai dit plus tôt, a plusieurs catégories. Et chacune de ces catégories a des objectifs bien différents. Un exemple, la catégorie Any%, qui est la catégorie la plus souvent prisée des runners, consiste à finir le jeu le plus rapidement possible sans contrainte de gameplay ou peu. Typiquement, le speedrun de Pokémon Rouge en est le parfait exemple. Concrètement, le jeu peut être fini en moins de 2 minutes dans la catégorie Any%, avec l'usage de bugs visant à faire apparaître la cinématique de fin alors que l'on a à peine lancé le jeu. C'est très perturbant à voir, je ne vous le cache pas, mais c'est ça le speedrun. Dans le cas de Dishonored 2, c'est légèrement différent. Dans la catégorie Any%, il y a des sous-catégories, Corvo, Emily et No Power. Pour faire simple, on peut choisir de jouer 2 personnages au début du jeu. Emily, la fille de l'impératrice, et Corvo, l'assassin de la couronne. Et en fonction du personnage, on aura droit à différents pouvoirs, comme la téléportation par exemple. Mais ici, nous, on n'en a rien à faire des pouvoirs parce qu'on n'a pas envie d'être heureux. Non, nous, la catégorie qui nous intéresse le plus, c'est la catégorie No Power. Et le nom se passe d'explication, mais je vous en donne quand même. On n'aura aucun pouvoir durant toute la run. Tout va se jouer avec notre ingéniosité et notre exécution de talent d'assassin. Bon, maintenant que j'ai expliqué les catégories dans les grandes lignes, c'est quoi l'objectif pour réussir le speedrun de Dishonored 2 ? Dans le jeu, on a en tout 7 cibles à éliminer. Le but est de les faire trépasser le plus rapidement possible. Dès lors que l'on obtient la cinématique de fin, c'est la fin du chronomètre. Très simple. Enfin, toute proportion gardée, on parle là de faire l'équivalent d'une vingtaine d'heures de jeu en à peine moins de 30 minutes. Parce que oui, toute cette opération est réalisée en 26 minutes 42 secondes pour le moment. Et qui de mieux pour nous expliquer la run que le détenteur du record du monde de la catégorie ? I'm Johannes Seradeth. Avant tout, je voulais remercier chaleureusement Seradeth d'avoir accepté l'invitation. N'hésitez pas à passer voir ce qu'il fait sur ses réseaux, c'est très important, franchement, il a vraiment un vrai feeling super cool en vrai comme mec. Non content d'avoir le record de No Power, il possède aussi le record du monde sur toutes les catégories disponibles sur speedrun.com. Et c'est très important, il possède le world record sur speedrun.com. Il peut y avoir des runs qui effectivement ont été postés uniquement sur YouTube, mais pas sur le forum de speedrun.com. Donc là, il est question uniquement du forum. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Le chronomètre commence au moment où l'on récupère le contrôle du personnage choisi et finit quand on perd le contrôle de celui-ci. Également, le temps qui est utilisé pour la run et le temps en jeu sans prendre en compte les chargements entre les zones, pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Une fois les cinématiques du début du jeu finies, on va devoir éliminer Ramsey, qui se situe dans la salle du trône. Là, pas de grande difficulté, on va le rejoindre le plus rapidement possible en courant et prendre des bouteilles avec nous. L'arrivée dans la salle, il y a 2 gardes avec lui, et si par malheur on tue Ramsey sans prêter attention à eux, ils vont s'enfuir et c'est pas ce qu'on veut. Dans ce jeu, lorsque l'on prend un dégât, le jeu va couper immédiatement les cinématiques en cours. Et dans le cas où l'on va tuer Ramsey, une cinématique va se lancer quand on va récupérer un objet. Donc, on veut qu'elle soit coupée le plus rapidement possible. Et c'est là que la bouteille va rentrer en ligne de compte. On va la jeter sur le garde pour qu'il soit sonné. Et au moment où la vie va quitter notre cher Ramsey, il va reprendre ses esprits et nous frapper. Ce qui aura pour conséquence d'annuler la cinématique qui sera lancée. Et avec ça de 1 sur 7. Maintenant, il est temps de mettre les voiles. On récupère un pistolet et une longue vue, mais avec l'animation c'est lent, trop long, donc on coupe la cinématique avec, encore une fois, une bouteille. Et nous voici devant le premier usage du glitch qui est nécessaire dans la majorité de la run, le leap. Dans l'idée, c'est une annulation de l'animation d'escalade d'un rebord couplée avec une multitude de sauts, ce qui a pour effet de faire prendre énormément de vitesse et de surcroît couper tout le reste du niveau en l'espace de quelques secondes.
niveau fini. Petite visite de l'Outsider où l'on décline simplement ses pouvoirs et nous voici déjà à la deuxième cible. Il y a bien un niveau entre les deux mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce qu'il s'agit là d'un niveau que je qualifierais de transition de par le fait qu'il est fini en l'espace de 20 secondes avec seulement 2 lips. Bon, je pense pas que ce soit nécessaire. Arrivé chez les fous, on va tâcher de faire vite et arriver au-dessus du portail foudroyant, tirer une flèche dans la vitre ici pour faire un leap dans les escaliers. On récupère la clé et on redescend sans prêter attention au comité d'accueil. On prend les carreaux incendiaires et l'on va s'occuper de notre docteur bien-aimé. Dans le jeu, ce personnage est en fait le tueur de la couronne et disons qu'elle a quelques problèmes d'ordre psychologique. En casual, la tuer est nettement plus long car le personnage ne se laisse pas vraiment faire. Mais si l'on est suffisamment vif, on peut en finir en seulement 2 coups. Et de 2. Ceci étant, on récupère quelques items et l'on va faire exploser le Mirador pour s'enfuir avec un leap. Niveau fini. Maintenant, on va s'occuper de Jindosh et de son manoir mécanique. Dans le jeu original, le manoir mécanique est réellement un bijou de level design. Et rien que pour ça, je ne peux que vous recommander de jouer au jeu. Mais bon, là, on a pour projet de finir le jeu vite, donc on va le casser, le manoir. Primo, on va envoyer une flèche pour faire exploser le baril qui alimente la porte. Deuxio, on court récupérer des items pour plus tard. Et tertio, on fait exploser le crâne de ce brave Jindosh. Et de 3. On prend l'ascenseur et on court récupérer un allié prisonnier d'un labyrinthe pour ensuite quitter les lieux. Ok, là on va en direction du conservatoire. Et pour éviter de se faire importuner par toute la populace en place, si on volait? Encore une fois, un bug qui est déclenché par le spam de saut et d'interaction avec un objet, un peu à l'instar du leap que l'on a vu plus tôt. Une fois que l'on a bien volé, on va éliminer un sbire de l'usurpatrice de la couronne, et un peu de parcours après pour faire nos courses et c'est déjà fini. Et de 4. Vous vous souvenez quand je vous disais que le jeu était régi par l'aléatoire? Eh bien là, on rentre en plein dedans. Pour avancer dans Poussièreville et aller voir notre cible, le jeu normal veut que l'on récupère le mot de passe de la porte sur des officiers de faction en conflit. C'est long, pas optimal, donc on va brute force la porte. Pour ouvrir le bout de métal qui nous sépare de notre objectif, il y a une énigme. On doit positionner chaque personnage avec le bon objet et à côté de qui elle se trouve. Et pourquoi je disais qu'il y a de l'aléatoire? Parce que l'énigme change à chaque reset. Ce qui veut dire que l'on est obligé de réfléchir dans un moment où l'on est pressé par le temps qui défile. Une fois les méninges bien échauffés, on va dire bonjour à notre ami Stilton. Mais il y a un hic. Le tuer, c'est pas vraiment la bonne stratégie. Pour notre première rencontre, le tuer est une obligation. Mais vous l'aurez compris, ce n'est pas la première fois que l'on va voir ce brave homme. L'Outsider va nous expliquer des choses et nous donner un objet qui permet de visiter les lieux en différentes temporalités. S'ensuit une course qui va surtout être un prétexte pour se préparer à 2 choses. Primo, l'élimination de Stilton dans cette temporalité, et deuxio, une cinématique importante pour la suite de la run. Concrètement, l'usurpatrice de la couronne des Lilas réalise un rituel, et si celui-ci n'est pas déclenché dans certaines conditions, alors on sera bloqué dans une cinématique beaucoup plus longue. Donc, on va éliminer Stilton, ou plutôt l'endormir pour éviter l'apparition d'ennemis dans le couloir d'entrée qui pourraient nous gêner dans la réalisation d'un leap permettant de finir le niveau. On déclenche l'animation de rituel, et si on a été suffisamment rapide, on aura la fin du rituel, et on ne devra pas rester jusqu'à sa fin. Et par conséquent, pouvoir partir de ce niveau. Et de 5. Et là, on va parler du plus gros tueur de partie de cette run, j'ai nommé le Duc Abel. Je vous épargne le niveau d'entrée, mais arrivé dans la zone du Duc, vous avez non pas une, non pas 2, non pas 3, mais bien 5 endroits possibles où il peut se cacher. Une chance sur 5 qu'il soit dans la première pièce que vous allez visiter. Sachant qu'il peut être aléatoirement disposé entre ces 5 endroits, il y a également une doublure qui se balade. Vous avez compris, c'est un jeu de chance que de l'avoir le plus rapidement possible. On finit ça rapidement et une fois mort, on va déclencher une cinématique et on repart comme on est venu. Et de 6. Nous voici au dernier niveau du jeu. Tout se concrétise à ce moment de la run. Pas de temps à perdre, on fait des lits pour aller plus vite dans la grande avenue de Dunwall, puis on arrive en face de la citadelle. Dans une partie normale, on devrait remettre le courant et prendre l'ascenseur. Mais on n'est pas dans une partie normale. Nous, ce qu'on va faire, c'est la même chose que l'on a fait au conservatoire. On va prendre un baril et voler avec lui jusqu'en haut de la citadelle, puis aller rejoindre notre dernière cible, des Lilas, l'usurpatrice de la couronne. Et là, il faut que je vous parle des différentes stratégies. Pendant un temps, on a cru qu'il n'y avait pas de moyen de tuer des Lilas autre que de celle de le passer dans le tableau, puis viser un point précis et revenir dans le monde réel, ce qui prend un certain temps. Mais il y a peu, il y a une découverte qui a permis de passer tout ça en utilisant la physique de chute de Delilah. Grosso modo, de ce que j'ai compris avec le World Record, si l'on tire dans les jambes de Delilah dans une position bien précise, on peut la faire tomber en arrière. Si sa tête touche l'arrière et que l'on trigger l'animation originale avec le cœur qui est censé normalement tuer Delilah, il est possible de lui faire perdre, entre guillemets, beaucoup de points de vie. Et à ce moment-là, il est possible de lui remettre une balle et là, le jeu va considérer qu'elle est morte. Et là, on pourra directement trigger la cinématique de fin.
Ça a été découvert il y a peu et je vous laisse deviner le temps qu'il est possible de gagner rien qu'avec cette stratégie-là. Well, we're a second off. Well, too bad. Et de 7. Ainsi, une fois l'usurpatrice décédée, nous avons fini le jeu. C'est time. Voilà comment on finit un jeu en moins de 30 minutes. Rien que ça. Au-delà de l'aspect prodigieux de la run, il y a surtout une chose qui est désormais simple d'admettre. On peut transformer un jeu du tout au tout quand la communauté d'un jeu est suffisamment investie et créative. Avec ce genre de prouesse, on peut rapprocher des genres qui n'avaient jusqu'ici rien à voir. Transposer des jeux que tout opposé pour créer quelque chose de nouveau, sans intervention du créateur initial. Et c'est tout bonnement fascinant. Avant, en tant que spectateur, on ne peut que saluer la prouesse, dans la recherche et la concrétisation de stratégie, mais également en tant que runner pour les mêmes raisons. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit que des jeux sont diamétralement opposés, repensez à cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager. Celle-ci, c'est la plus grosse vidéo, je pense, dans laquelle j'ai investi le plus de temps. Donc vraiment, faites-moi péter cette barre de partage, s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas également à aller voir les réseaux de Seradef, ils seront en description. Avant de quitter la vidéo, restez encore quelques secondes, j'ai une dernière petite chose à vous dire. La conversation complète avec Serades, le World Record de Dishonored 2, sera disponible sur cette chaîne YouTube, bien entendu sous-titrée. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder à l'occasion. C'est à peu près tout, passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao.